Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 13 juillet 2023 et dans cette vidéo nous allons parler de Bard. Qu'est-ce que c'est Bard? Eh bien c'est la riposte de Google à ChatGPT dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors vous n'avez pas pu passer à côté du fameux phénomène ChatGPT qui, on pourrait le décrire, est une sorte de robot conversationnel. Vous avez une interface, vous posez une question, vous demandez des explications et de l'autre côté, vous avez une machine qui analyse votre requête et qui vous répond avec un texte très formalisé, comme si c'était un humain qui vous répondait. C'est pour ça que je vais plutôt dire robot conversationnel plutôt qu'intelligence artificielle. Et si je vous parle de Bard aujourd'hui, c'est pas pour rien parce que Google a annoncé sur son blog, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, le lancement de Bard, son outil d'intelligence artificielle, concurrent à ChatGPT, qui est développé par la société OpenAI. Et cet outil Bard, il est disponible maintenant dans une cinquantaine de nouveaux pays, dont l'Union européenne, la France et le Brésil. Donc ce lancement un petit peu retardé de Bard dans l'Union européenne avait été interprété, si vous voulez, comme une précaution de Google face à la volonté de l'Union européenne de réguler un petit peu les algorithmes d'intelligence artificielle qui, on peut effectivement l'admettre, suscitent de nombreuses craintes en matière de vie privée, de désinformation ou de respect de la propriété intellectuelle. Donc Bard est disponible depuis déjà un petit moment, mais il n'était que trilingue. On l'avait en français, en japonais et en coréen. Là, maintenant, il peut s'exprimer dans une quarantaine de langues, dont l'arabe, l'allemand, le chinois, l'espagnol. Et ce qui nous intéresse ici, évidemment, c'est le français. Et donc, un robot conversationnel, ça va être plus puissant qu'un moteur de recherche, puisque vous allez poser une question, il va vous répondre et après, il va garder le contexte de ce qu'il vous a dit précédemment pour continuer à vous répondre. Et donc, c'est beaucoup plus intelligent qu'un simple moteur de recherche puisque vous avez la possibilité de tenir une conversation avec une machine. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Alors, on va voir ensemble comment ça fonctionne. Là, par rapport à ChatGPT, vous aviez besoin de créer un compte sur la plateforme. Là, vous avez uniquement besoin d'un compte Google. Aujourd'hui, qui n'a pas de compte Google? Je ne sais pas trop, parce que tout le monde a soit un Android, soit un compte Google pour aller sur YouTube ou autre. Donc là, hop, vous faites connexion et vous vous connectez avec votre compte Google. Et lors de la première connexion, vous allez devoir évidemment accepter les conditions d'utilisation de Bard qui sont très claires quand on les lit, à savoir qu'il y a de la collecte d'informations et que ces informations peuvent être lues par des personnes humaines. Ça ne fait pas l'objet que de traitements automatisés. Donc, ils vous mettent bien en garde sur le fait que vous ne mettez pas d'informations confidentielles dans Bard, parce qu'il y a du traitement automatisé, mais il y a également de l'analyse humaine. Et d'ailleurs, en parlant d'activité, par défaut, vous allez avoir toutes les discussions que vous avez eues précédemment sur le volet de gauche ici. Si vous ne souhaitez pas garder les informations sur votre tableau de bord Bard, vous avez ici l'icône Activité Bard, forme d'horloge et de flèche, où vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, désactiver l'activité de Bard. Vous voyez que par défaut, c'est activé avec une suppression automatique des activités qui datent de plus de 18 mois. Donc vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez, sachant que si vous désactivez l'activité Bard, vous voyez qu'il est précisé, il faut toujours tout lire, que lorsque l'activité Bard est désactivée, vos conversations sont enregistrées dans votre compte pendant 72 heures maximum. Cela permet à Google d'assurer le service et de traiter vos commentaires, mais cette activité, elle n'apparaît pas sur le côté, mais elle est quand même conservée pendant 72 heures. Donc désactiver n'est pas réellement désactivé, c'est juste désactivé visuellement ici, et il y a quand même des informations qui sont conservées 3 jours. Donc ça, je voulais quand même
vous le préciser, parce que souvent on teste des services, on ne lit pas les conditions d'utilisation, mais tout est clairement indiqué. Donc il n'y a pas de surprise quand on utilise l'outil, on sait qu'il y a des données qui sont collectées. Alors, on va voir ensemble ce qu'on peut faire ici avec Bard. Je vais vous mettre peut-être un petit peu plus gros l'interface, voilà. Et si on rafraîchit un petit coup, vous voyez ici que activité Bard désactivée, les futures discussions n'apparaîtront pas ici. Alors on a dit que Bard était un robot conversationnel, donc on va discuter avec lui. Sur cette chaîne, on parle d'informatique, de logiciels libres, de distribution Linux, donc demandons, tiens, qui est Linus Torvalds? Histoire de, même si on connaît la réponse, de se cultiver. Le robot nous répond. Linus Benedict Torvalds est un informaticien finlandais, né le 28 décembre 1969 à Helsinki. Donc on a des informations ici, à vérifier, hein, tout ça. Et on est dans un écosystème Google, on a des outils Google qui sont à notre disposition. Regardez, on a le petit haut-parleur qui va nous permettre d'écouter la réponse qui nous a été formulée avec la synthèse vocale qu'on retrouve dans Google Maps quand on l'utilise en GPS, qu'on retrouve dans Google Traduction. Je vous fais écouter un petit extrait. Linus Benedict Torvald est un informaticien finlandais né le 28 décembre 1969 à Helsinki. Ok, donc là, vous avez le petit aperçu. Mais sinon, il aurait lu, évidemment, tout le texte produit ici. On est sur un robot conversationnel, donc il garde le contexte. Et si je lui dis quelle distribution utilise-t-il, il va garder le contexte et le il qui se cache derrière ça, c'est Linus Torvalds. Et donc là, Linus Torvalds utilise Fedora, une distribution Linux populaire développée par Red Hat. Pas tout à fait exact, hein. Il a déclaré qu'il aime Fedora car elle est à la fois stable et à jour et qu'elle est un excellent endroit pour tester des nouvelles fonctionnalités. Cool! Donc, on garde le contexte. On est ici avec un outil Google qui est connecté à Internet. Et donc, on va pouvoir lui demander des informations qui sont à jour. Et donc, si je lui demande quelle est la dernière version, on sait qu'on parle de Fedora. La dernière version de Fedora est Fedora 36 qui a été publiée le 15 novembre 2022. Alors là, il nous dit complètement n'importe quoi. C'est pas Fedora 36, c'est Fedora 38 et elle est sortie en avril 2023. Donc on va essayer de le corriger. C'est pas la version 38. Et donc, qu'est-ce qui va se corriger? Il réfléchit. Vous avez raison, la dernière version de Fedora est Fedora 38 qui a été publiée le 18 avril 2023. Je m'excuse pour l'erreur. Ok, donc là, c'est comme si on discutait ensemble, on s'excuse, très bien. Okay. Alors, si on remonte un petit peu, il nous a dit tout à l'heure que Fedora était développé par Red Hat. Donc on va essayer de lui poser un piège. C'est pas développé par Debian? Il réfléchit. Non, Fedora est développé par Red Hat. Debian est une autre distribution Linux populaire, mais elle est développée par une communauté de développeurs différents. Donc là, on ne peut pas le berner. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de lui demander son avis. Parce qu'on sait que ChatGPT, souvent, quand on lui pose une question, quel est le meilleur truc, il va nous dire, il n'y a pas de réelle réponse, ou il nous dit, bah voilà, ça dépend de votre contexte, etc. Donc, je vais essayer de lui demander quelle est la meilleure distribution Linux entre Fedora et Ubuntu. Tiens, posons-lui la question. Est-ce qu'il va trancher? Est-ce qu'il donne pas son avis? Est-ce qu'il donne une orientation? Fedora et Ubuntu sont deux excellentes distributions Linux, mais elles ont des forces et des faiblesses différentes. Donc on a un petit résumé de Fedora, on a un résumé d'Ubuntu, il les compare les deux, et en fin de compte, la meilleure distribution Linux pour vous dépendra de vos besoins, de vos préférences individuelles. Ok, donc là, si vous recherchez une distribution stable, à jour et facile à utiliser, utilisez Ubuntu. Plus à jour et plus stable, alors Fedora est un bon choix. Ok, pourquoi pas. Si je veux quelque chose d'un petit peu plus synthétique et que je lui demande, peux-tu
me faire un tableau comparatif ici. Là, il va faire quoi? Il va nous dresser un petit tableau, vous voyez, c'est sympa. Caractéristiques, Fedora, Ubuntu, système d'exploitation, noyau, gestionnaire de paquets, sympa. Environnement de bureau, mise à jour, stabilité, fiabilité, facilité d'utilisation, communauté, popularité. Ok. Et on est dans l'environnement Google. On peut exporter ce tableau vers Sheets. Sheets, c'est quoi? C'est le tableur en ligne de Google, hein, dans sa suite bureautique Google Docs. Et donc, on va pouvoir créer directement un document tableur qui sera stocké sur notre Google Drive. Donc ça, c'est assez sympa. On a, en plus, si vous voulez, de l'intelligence artificielle avec des guillemets, tout l'écosystème Google, la synthèse vocale, l'export des tableaux générés ici. Donc ça, c'est assez sympa. Je trouve ça cool. Alors après, bien sûr, même si on est dans une conversation, on peut passer à autre chose. Et vu que là, Bard est connecté à Internet, on peut avoir des informations en temps réel. On va tester avec quelque chose qui change tous les jours, le cours d'une monnaie. Combien vaut $1 US en euros? Donc là, c'est quelque chose qui change avec le temps. À l'heure actuelle, $1 US vaut environ 0,91 euros. Le taux de change est en constante évolution. Il est donc important de vérifier le taux actuel avant de faire une transaction. On va faire la petite recherche. $1 US en euros. On va voir si l'information est bonne. 0,89. Il nous a dit combien? 0,91. Bon. Ok. Mais vous voyez, ça fluctue. On était à 0,91 le 11 juillet. Ok. Bon. Avoir la fiabilité des informations en temps réel, mais en tout cas, je pense que si on demande ça à ChatGPT, il va nous dire bah, je sais pas parce que ça change tout le temps. Là, on a au moins une valeur, vous voyez que c'est un peu plus sympa. Alors, même si Bard est connecté à Internet, il y a des informations qui sont présentes sur Internet qui ne sont plus valides aujourd'hui. Et donc, on va voir ce qui peut essayer de nous répondre sur quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, dont il, j'espère, a la connaissance. Par exemple, la Yougoslavie est un pays qui n'existe plus aujourd'hui. Donc si je lui demande quel est le dirigeant de la Yougoslavie, qu'est-ce qu'il va me répondre? C'est une bonne question. La Yougoslavie n'existe plus. Elle a été dissoute en 2003. Ok, donc il n'y a pas de dirigeant. Sympa. Dans ce qu'on peut tester avec l'outil, vous savez, ChatGPT, il a des filtres quand même. Il a des filtres. Il ne peut pas s'exprimer sur des opinions politiques, sur des choses, j'allais dire, à caractère sexuel. Il y a des filtres, il y a des garde-fous. On va voir, tiens, il y a quelque chose en ce moment sur Twitter. Elon Musk essaie de demander à Mark Zuckerberg, qui a lancé son réseau social Threads, de faire un concours de... Vous avez compris. Si on demande à Bard qui a la plus grosse entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Alors déjà, est-ce qu'il va comprendre que la plus grosse, on parle d'un concours de... Ouais, ok, vous voyez, je ne peux pas donner de réponse à caractère sexuel. Bon, dans tous les cas, il ne sait pas répondre à la question, puisque ce ne sont pas des informations publiques, mais on voit que même les expressions comme ceci, qui a la plus grosse, il comprend que on parle de... Vous avez vu. Hein, et donc, il y a quand même des filtres sur ce genre de sujet. À partir de chaque question ou réponse, on peut faire des recherches associées, on peut noter les réponses et partager ces réponses. Bon, ça, on a vu ce qu'on voulait voir. Après, ChatGPT a une fonctionnalité assez intéressante qui nous permet de générer du code informatique. Ça fonctionne plutôt pas mal. Le code est commenté, il est relativement fonctionnel le peu de fois que je l'ai utilisé. Donc, on va tester cette fonctionnalité aussi. Pour pouvoir tester, on va demander un petit formulaire HTML. Donc, est-ce que tu peux, on va être sympa, me générer un formulaire, une page HTML, pas de PHP. Comme ça, on va pouvoir tester en live, qui convertit
les degrés Fahrenheit en Celsius. C'est une discussion qu'on avait eue sur Twitch. Donc on va voir s'il nous pond le formulaire, enfin la page HTML. Et si on a la formule Celsius égale Fahrenheit moins OK. Donc là, on a bien la formule. Par contre, il m'a fait du PHP. Donc on va lui demander de corriger. Je ne veux pas de PHP, mais du JavaScript. Allez, on va essayer de l'orienter là-dessus. Bien sûr, voici le code JavaScript qui convertit les degrés Fahrenheit en degrés Celsius. Donc là, on a même un bouton ici pour copier le code. On voit ici que le code, on va l'utiliser avec précaution. Donc, cd temp via temperature.html, peu importe. Je colle là. Ça, à mon avis, ça marche pas. La formule est bonne, par contre. Vivaldi stable. J'appelle température.html. Ok. Alors, on va essayer de mettre... Donc là, c'est bien. On a un champ nombre uniquement. 78. Convert. Ça marche pas. Il nous fait une option ici à la PHP. Donc, on va voir si on peut lui demander de corriger. On va lui demander de corriger. Ça marche pas. Tiens, on va lui dire carrément ça marche pas. Je vais essayer de le réparer. En attendant, voici un lien vers une page web qui convertit des degrés Fahrenheit en degrés Celsius. Sympa, on va voir si la page existe. Ouais, ça existe, ça. Ok. Donc là, on voit le code est perfectible. Là, ça fonctionne pas. Il faudrait faire un petit peu d'adaptation. Là, je pense que le code est quand même pas mal. Hein. Inner HTML, ok. On voit que l'invocation du code, là je pense que c'est 0 degré Fahrenheit, ça fait moins 17 et quelques degrés. Là, au niveau des adaptations, je ne suis pas un expert en JavaScript, mais à mon avis, quand on appuie sur le bouton, là, il faut mettre le truc qui appelle la variable le script JavaScript. Je ne sais pas comment lui dire pour qu'il me corrige, parce que je ne connais pas la solution comme ça de tête. Par exemple... il manque l'appel à la fonction JavaScript. On va essayer. Vous avez raison. Ok. Voici le code correct. Ouais, je suis pas sûr que... remarquez, ça m'a l'air pas mal. Attendez, hop. Alors, on va essayer de tout supprimer. Hop, voilà. Je colle ça. Viens voir, on va essayer. Hop, rafraîchir. 78, convert. Oh yeah, ça marche. 77, ouais. Ah, ça marche pas à tous les coups. 77, convert. Ah si, c'est bon. Ok, donc là, ça semble fonctionner. Ça sert strictement à rien, je pense, mais... 74... ouais, c'est perfectible. En tout cas, le bout de code JavaScript fonctionne pas trop mal. Bon, on a pu essayer de corriger sans forcément être développeur. Vous voyez, bon, ok. Il nous corrige le script, à voir, mais on a quand même un petit peu de commentaires ici. Il nous explique ce qui se passe. Donc ça fonctionne, ça mérite quand même des améliorations. Et là, on voit ici que j'ai mis un proxy pour me situer géographiquement en Allemagne. Et donc, je voudrais savoir si, vu qu'il détecte que je suis en Allemagne, est-ce que il se base sur la localisation actuelle pour nous répondre. Par exemple, quelle est la capitale de mon pays? Donc là, jamais on lui a dit qu'on était en Allemagne, ni en France. Je ne sais pas dans quel pays tu habites. Je ne peux donc pas te donner la réponse. Donc on voit qu'il nous détecte à partir de notre adresse IP, j'utilise un proxy, là qu'on est en Allemagne. Il ne sait pas dans quel pays j'habite. Si ici j'enlève le proxy, hop,
Je vais rafraîchir. Donc là, il va me détecter. Ok. Il me détecte cette fois-ci à Dijon. On a perdu hein, la conversation. Et là, je vais dire quel temps il fera demain chez moi. Donc là, si je me remets en France, je ne peux pas accéder à vos informations personnelles. Je ne peux donc pas vous dire quel temps il fera demain chez vous. Pourtant, ici, on a l'information qu'on est bien à Dijon, France. Mais cette information n'interagit pas avec Bard pour pouvoir nous fournir des informations. Peut-être ça évoluera, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà globalement ce qu'on peut faire, ce que je voulais vous présenter avec cet outil de Google Bard, maintenant qu'il est disponible en France. De toute façon, on voit c'est expérimental. Hein. Donc là, je pense qu'on a déjà quelques indications de ce que permet de faire Bard. Si vous avez déjà un compte Google, bah, c'est vraiment cool parce que vous n'avez pas besoin de recréer un compte. C'est directement intégré dans votre compte Google. Vous pouvez l'utiliser grâce à votre compte Google. Et si vous n'aviez pas essayé ChatGPT parce que vous ne vouliez pas vous inscrire sur un autre site et tout, bon bah là vous pouvez utiliser votre compte Google. Ça me semble ma foi pas trop mal et on va voir comment cet outil sera dans le futur intégré, j'imagine, directement dans le navigateur Google Chrome. Pourquoi pas dans le moteur de recherche Google et pourquoi pas l'interaction dans Android. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir avoir peut-être une application dans Android plus tard et causer un assistant qui sera beaucoup plus évolué que le Google Assistant? Il faudra voir comment ça va aller dans le futur, mais bon, évidemment, on connaît, c'est Google, donc interaction avec les données de votre compte. Donc peut-être qu'il y a un moment, vous pourrez lui demander... tout simplement, comme si vous demandiez à quelqu'un qui m'a envoyé le plus de mails il y a 3 ans, et il va peut-être parcourir votre adresse Gmail, vous sortir la réponse. Je ne sais pas, on va voir comment tout ça s'interagit, mais en tout cas, ça semble bien prometteur, cet outil de Google qui s'appelle Bard. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.